En début de semaine, le Maroc a été brillamment élu à la présidence du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme en la personne de Nadia Amal Bernoussi qui nous a fait l'honneur d'accepter ce soir notre invitation. Nadia Amal Bernoussi, vous êtes en direct de Genève. Bonsoir et félicitations encore pour votre élection à la tête de ce comité. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Alors, une élection qui témoigne, n'est-ce pas, de la crédibilité dont jouit le Maroc au sein de la communauté internationale? Mais écoutez, c'est une élection qui témoigne de la confiance dont jouit le Maroc au sein de la communauté internationale, de sa perception en tant que pôle de stabilité, pôle d'équilibre, en tant que pays qui avance démocratiquement tout en gardant son authenticité, et un pays qui avance surtout dans un environnement proche qui est perturbé et régressif. Et aussi, cette élection, il faut aussi la connecter avec les avancées démocratiques qui ont été menées au Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté Mohamed VI, que ce soit dans le domaine des droits humains, des droits de la femme, du statut des migrants, des personnes handicapées, de ce qu'on appelle l'État social. Et toutes ces avancées démocratiques, elles sont connues bien sûr au Maroc, elles sont menées au Maroc, mais aussi elles sont connues par la communauté internationale. Et je suis dans ce comité depuis 2020, donc avec mes collègues experts, on a eu le temps plusieurs fois de montrer à quel point le Maroc avance. Et ce n'est pas une attitude propagandiste, c'est une attitude d'une observatrice de la scène sociale et politique au Maroc. Et cette crédibilité et cette, comment dire, msdaqiya en arabe, et cette confiance dont jouit le Maroc au niveau de la communauté internationale, eh bien, on en veut pour preuve le fait qu'en 2024, notre ambassadeur Omar Zneber a été élu avec un très large score, et on en veut pour preuve aussi que la quasi-totalité des organes de traité relatifs aux droits de l'homme sont pourvus. Donc, on retrouve des experts marocains au niveau du comité de la torture, au niveau du pacte des droits civils et politiques, économiques et sociaux, etc. Donc, les experts marocains sont dans le multilatéralisme et font du bon travail. Les experts marocains font du bon travail dans le cadre du respect des droits de l'homme. Nadia Amal Bernoussi, le comité consultatif du Conseil des droits de l'homme examine des demandes découlant des résolutions du CDH. Quel genre de dossier traitez-vous en son sein? Alors, je voudrais parler aussi au niveau de notre procédure, comment on travaille. Nous, au niveau du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme, évidemment que nous avons des idées, nous avons des projets, nous souhaitons travailler sur des thèmes particuliers. Mais en fait, encore faut-il que ces thèmes soient acceptés par le Conseil des droits de l'homme, dont on est, nous, un organe subsidiaire. Donc, nous, finalement, on est le think tank du Conseil des droits de l'homme. Donc le Conseil des droits de l'homme, soit nous, on souhaite travailler sur des questions, soit c'est le Conseil qui nous mandate sur des questions précises sur lesquelles il voudrait qu'on avance. Alors dès qu'on a une résolution, ça veut dire qu'on a un mandat. Dès qu'on a un mandat, on forme un groupe de travail, un drafting group, avec un rapporteur et un président. On commence à faire une démarche participative avec les stakeholders et avec les parties prenantes. Et ensuite, on va produire un projet qui sera communiqué et livré au Conseil des droits de l'homme. Voilà comment on travaille. Quelles sont les thématiques sur lesquelles on travaille en ce moment? C'est des thématiques d'une brûlante actualité. D'abord, il y a la question de l'égalité homme-femme, du genre et de la parité. Il y a aussi la question des personnes à besoins spécifiques. On travaille en ce moment sur l'intelligence artificielle et la bonne gouvernance. On travaille aussi sur les nouvelles technologies dans le domaine militaire et leur impact sur les droits de l'homme. Nous travaillons sur la violence fondée sur le genre, facilitée par les technologies et ses incidences sur les femmes et les fillettes et les filles.
Nous travaillons aussi sur la mésinformation et la mésinformation et son impact sur la réalisation des droits de l'homme. Nous travaillons aussi sur la pollution plastique et ses impacts sur la réalisation des droits humains. Donc vous voyez qu'on a un programme un programme intense, et pour chaque programme, il y a un rapporteur et un président. Et en tant que présidente, mon rôle, c'est de présider ce comité, c'est de le représenter auprès des autres instances et de veiller à ce que les débats se passent dans un climat serein et constructif. Alors, la violence fondée sur le genre, vous l'évoquez il y a quelques instants, elle est aujourd'hui facilitée ou bien alimentée, cette violence, par le numérique, par le digital, notamment sur la toile, avec des conséquences désastreuses sur les femmes et les filles. Comment le CCDH compte-t-il y faire face ? Eh bien, écoutez, on a travaillé cet après-midi, c'était extrêmement intéressant avec un panel. Il y avait le représentant du Haut Commissariat des droits de l'homme et le représentant d'associations qui travaillent aussi sur le genre. Ben, ils ont dit la chose suivante: l'intelligence artificielle, bien sûr, c'est un progrès, c'est quelque chose de très important, mais l'intelligence artificielle, quand elle est utilisée de manière malveillante, elle peut porter atteinte gravement et nuire aux droits fondamentaux. Et je donne un exemple comme ça, le montage, par exemple, de vidéos. On peut avoir des montages de vidéos dans des États où les opposants ne sont pas considérés, c'est-à-dire dans les États non démocratiques. On peut ruiner des carrières politiques en élaborant, en confectionnant des montages qui portent atteinte à la pudeur. Par exemple, alors, l'intelligence artificielle utilisée contre le genre connaît aussi des biais dans ce qu'on appelle l'intersectionnalité. C'est-à-dire que déjà l'intelligence artificielle, quand elle peut avoir un biais sur la vie privée d'une femme, mais quand c'est une réfugiée, quand c'est une migrante, quand c'est une personne racisée, etc., c'est-à-dire que la nuisance est multipliée et quintuplée, et donc c'est de plus en plus grave, l'atteinte est de plus en plus grave. Alors cet après-midi, on a pensé à quelques recommandations. Comment faire? Nous n'avons pas la panacée, mais nous avons réfléchi ensemble à voix haute lors de cette discussion de cet après-midi pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut recommander pour que l'intelligence artificielle, qui est un progrès pour l'humanité, ne soit pas en même temps une entrave et un risque très grave pour les droits des femmes et des filles. Alors, on s'est posé la question de savoir, est-ce que la loi sur la violence, elle parle de la violence fondée sur le genre facilitée par les technologies de l'information? On s'est posé la question de savoir qui est responsable en cas, est-ce qu'il faut contrôler aussi les plateformes? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un régulateur au niveau des droits humains et de la violence fondée sur le genre? On a pensé au processus juridictionnel, on a pensé à la reddition des comptes. Bon, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle une démarche participative. Jürgen Habermas parlerait de ce qu'on appelle la démarche délibérative aussi, parce que de la délibération jaillit la lumière. Mais en même temps, moi, j'avais conclu cet après-midi que j'avais présidé en disant qu'il faut vraiment faire attention, en ayant une pensée pour Kundera, à cette insoutenable autonomie de l'intelligence artificielle. Voilà, donc elle a une autonomie, mais il faudrait que nous puissions cadrer cette autonomie par des outils de promotion, de protection pour protéger les droits humains et protéger les femmes et les fillettes. Voilà. Nadia Amal Bernoussi, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.